des situations. Mais là, sur du Ranma ou sur Dragon Ball, c'est juste du gag pur fait de naïveté. En fait, moi, un truc qui fonctionne très bien avec moi, c'est le comique de situation où, en fait, du truc hyper premier degré, quoi. Et je vois aussi que ça fonctionne sur mon fils. En fait, des fois, j'entends mon fils se taper des barres de rire. Et quand je vais regarder, il est en train de regarder un manga. Casse Départ, l'émission Trait d'Union entre la pop culture et la connaissance de soi. Hello tout le monde. Salut. Salut Flavien. Salut, ça y est. Encore une émission tous les deux. Eh oui. Wallo Sensei n'est pas là aujourd'hui. Il se repose. Ou pas, ou il réfléchit. Ou il réfléchit. Il médite sur son siège Akira. Je l'imagine. Je l'imagine bien aussi. Bon, du coup, une pensée pour Wallo Sensei. Et aujourd'hui, on va parler de bonheur. Et la question qu'on va se poser, c'est... en fait, on va réfléchir ensemble. C'est ça, on va réfléchir ensemble sur le bonheur et le manga, en quoi le bonheur est lié au manga et le manga est lié au bonheur. Et voilà, on va partager à ce sujet. Alors, du coup, moi, la question que je me suis posée d'abord, c'est quoi la définition du bonheur ? Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une définition. La petite définition. C'est la base. C'est quoi le bonheur ? Alors, je crois que c'est le Larousse, Internet dit. La première définition, c'est la bonne chance, la circonstance favorable. Donc, c'est une circonstance extérieure, du coup. Ou alors, ça peut être un truc un peu plus intérieur, état de complète satisfaction. Ou alors, joie, plaisir lié à une circonstance. Alors moi, ce que je retiens de ça, c'est qu'il y a un facteur extérieur. Genre des circonstances. C'est ce que j'allais te dire, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui vient en dehors des circonstances déclencheurs ou autres. Mais état de complète satisfaction, c'est plus intérieur. Du coup, il y a quand même une notion d'émotion agréable, de ressenti intérieur chouette, quoi. Et je pense qu'au final, on peut après, chacun peut développer là-dessus sur ce qui est pour lui le bonheur. Et du coup, moi, j'ai un peu réfléchi à partir de ces définitions de base. Du coup, je me suis dit, bon, effectivement, il y a l'aspect émotion agréable, à divers degrés, joie, enthousiasme, sérénité, partage, communion, amour. Ça peut aussi être une perception de gain. Alors pas forcément, ça peut être les gains financiers, mais pas que. La perception d'avoir obtenu quelque chose. Le fait aussi que ce soit très subjectif, parce que on se réjouit pas des mêmes choses, on n'est pas le bonheur. En plus, même dans la vie d'une même personne, c'est pas. Ce serait trop facile en fait si le même truc te procurait toujours du bonheur. Et puis c'est aussi l'absence de malheur. Du coup, ça peut-être, on en parlera tout à l'heure. Mais du coup, Flavien, c'est quoi pour toi le bonheur ? Le bonheur, pour moi, c'est le moment où tu prends conscience que tu as ce qu'il te faut. Que tu jouis du moment présent et que tu as ce qu'il te faut, qui te rend bien. Je pense que c'est ça le bonheur pour moi. Ok. Ouais, je pense que la notion de moment présent est importante parce que c'est vrai que c'est très furtif en fait le bonheur. C'est pas. Je pense que même si tu peux être dans le bonheur longtemps, en fait, c'est parce que tu entretiens des pensées et des émotions qui te disent je suis heureux, je suis dans le bonheur. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui peut être très personnel, mais en même temps, vu qu'il est personnel, il peut être diffusable et diffusé parce qu'on se sent bien à ce moment-là. Et c'est peut-être que je le mets sur cette notion-là de bonheur. Comme tu as dit, comme dans la définition, il y a des circonstances qui font que tu es bien à ce moment-là. Ok. Et pour toi, ce serait quoi ? Alors pour moi, le bonheur, en fait, c'est un état intérieur. En fait, et c'est pour ça que je le relie vachement au présent. Les moments où je vais me sentir le plus heureuse, c'est un moment à la fois de calme intérieur et de gratitude. Et là, ça rejoint ce que tu disais.
en fait, une sorte de sensation d'absolu. Alors, je parle d'un bonheur assez intense, tu vois, mais une sensation d'absolu où, en fait, tu te dis que tout est parfait, même si, bien qu'il y ait des imperfections, qu'il y ait des choses qui vont pas dans le monde, machin, en fait, il y a une impression que tout a une logique et que tout est OK, en fait. Et j'ai un peu de mal à bien l'exprimer, mais ouais, moi je le rapprocherais beaucoup de la sérénité et du calme intérieur. Ah, de la sérénité, ouais. Moi, ce serait l'étape avant, peut-être. Ouais. D'être serein, et une fois que t'es serein, bah t'es en bonheur. En fait, je le découperais même en plus, tu vois, c'est pour moi, c'est la bonheur. C'est à ce moment-là que tu es bien, parce que t'es serein, et après, on est bien à ce moment-là. En même temps, il y a peut-être plusieurs formes de bonheur, tu vois, parce que on ressent du bonheur à certains moments. Là, j'essaye de penser à des moments, tu vois, où je me suis sentie heureuse. Ça peut être des moments de partage où du coup tu vas être plus dans de la joie, du coup pas forcément dans un calme intérieur ou la sérénité. Ça peut être quelque chose de plus pétillant. Quand t'es en train de faire la teuf, voilà, quand t'es avec tes amis. Complètement. Et moi, je me souviens d'un moment où, en fait, je sais pas, ça me vient là, où j'étais en boîte au Japon et je dansais. Et en fait, en dansant, je vais faire un exercice de coaching dans ma tête où, en fait, je me suis remémoré des moments où des moments similaires, en fait, où j'étais bien. Et en fait, c'est comme si après, ça faisait écho. Et puis, alors, il y a plein de gens qui sont venus danser avec moi. Et en fait, et on a créé une sorte de communion de gens qui étaient là pour danser, hein, pas pour draguer ou pour quoi. Et du coup, c'était chouette comme moment. Ça, je sais pas combien de temps ça a duré. Ça n'a pas duré hyper longtemps, mais j'ai trouvé ça hyper chouette comme moment. Et à ce moment-là aussi, bah, j'étais dans le présent. Si j'étais un peu partie dans le passé puisque je suis allée chercher d'autres moments. Et puis, et après, je me suis immergée dans ce moment présent où je me sentais en communion avec les autres personnes. Et j'étais pas dans quel pas je vais faire, tu vois, je vais pas réfléchir, je reste en communion et savourer le moment présent. Exactement. Et d'autres moments, moi, qui vont me rendre heureuse. Alors, j'aime bien manger. Et tu vois, manger un plat beau et bon, c'est à chaque fois, mais c'est le bonheur. C'est ça. Et tu vois, et au Japon, je reviens encore sur le Japon, la présentation des plats est souvent particulièrement soignée et tout. Et moi, me retrouver devant un bento ou un plat super bien présenté, tout ça, et là, en fait, je suis dans le bonheur. Et en fait, à ce moment-là, je suis dans le moment présent. Bah, tu l'as dégusté avec les yeux déjà. Ouais. Donc, t'as l'appétit qui arrive et t'as tes yeux qui ont déjà tout dévoré. J'avoue que cette sensation de se dire... Au début, je me suis dit, même sur les repas, je me suis dit, à quoi ça sert de bien présenter? Mais quand tu vois un plat bien présenté et même t'as l'odeur qui arrive, t'as tous tes sens qui sont en émulsion, tu fais, ok, c'est bon, je vais le manger. Ouais. Et du coup, ouais, il y a plein... je pense que c'est... Chaque personnalité, personne a sa manière de vivre le bonheur. Je connais des gens qui s'en foutent de manger, par exemple. Enfin, tu vois, de bien manger ou de... Quoi? Mais écoute, ouais. J'avoue, j'en connais aussi, mais chaque fois, je ne comprends pas. Mais ouais, mais voilà. Mais il y en a. Et pareil, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, what? Et en fait, ok, bon, on est juste différents, mais bon, voilà, eux vivent d'autres types de bonheur. Mais ouais, en fait, je pense que il y a plein de manières de vivre des moments de bonheur. Et du coup, le manga dans tout ça, comment la lecture de certains mangas peut nous procurer du bonheur? Premier axe de réflexion.
Je pense que c'est un truc que je mettrais sur la lecture pure. La lecture, que ce soit du manga, de la BD ou autre, procure des émotions par rapport au médium qui est véhiculé, qu'on a dans les mains. Et le manga a, pour moi, même si ça va avec la BD ou la littérature, mais vu qu'on est dans le manga et que on est tombé dedans dès qu'on était petit, le manga, c'est vrai qu'il me procure beaucoup plus de joie et de diversité dans les histoires, même si la BD, là aussi. Je vais faire rapidement un parallèle dans mes premières lectures. Les premières lectures, c'était Astérix, Tintin et Lucky Luke. Et les Astérix me faisaient vraiment rire. Vraiment, les gags me faisaient rire. Les Tintins, c'était de l'aventure, c'était des trucs que je pouvais pas approcher. Et les Lucky Luke, c'était l'imaginaire et en même temps, c'est drôle, les Lucky Luke. Et quand j'ai lu les premiers mangas, qui étaient Dragon Ball et Ranma, je pense que j'ai jamais eu autant de rire sur Dragon Ball et sur Ranma, parce que il y avait ce truc de même si c'est un peu décrié un peu maintenant, mais ce truc d'irrévérencieux. Quand Goku dort sur Bulma et qui tape au pubis pour faire son oreiller, mais c'est tellement naïf et en même temps irrévérencieux que c'est drôle quand il lève sa culotte et que après, enfin c'est du gag où elle veut montrer sa culotte à Tortue Géniale, mais en fait c'est pas sa culotte, et que t'as Tortue Géniale qui part avec son nez qui saigne du nez. Qu'est-ce que ça m'a fait rire en tant que gosse, parce que c'est des conneries que tu sais que tu peux faire et c'est irrévérencieux. Et sur Ranma, c'est du gag, du pur gag débile. Et c'est des trucs que j'avais pas retrouvé, que je retrouvais pas sur la BD franco-belge, parce qu'il y avait pas cette irrévérence. C'était sur les jeux de mots, avec Goscinny qui est très fort sur les jeux de mots et sur l'écriture, sur les Gastons, où t'as du gag, mais c'est du gag à propos, parce que ça part sur un jeu de mots ou sur des situations. Mais là, sur du Ranma ou sur Dragon Ball, c'est juste du gag pur fait de naïveté. Oui, et puis en fait, moi, un truc qui fonctionne très bien avec moi, c'est le comique de situation, où en fait, du truc hyper premier degré, quoi. Et je vois aussi que ça fonctionne sur mon fils. En fait, des fois, j'entends mon fils se taper des barres de rire, et quand je vais regarder, il est en train de regarder un manga. Et son top 3, c'est Yotsuba et la mère, où en fait, Yotsuba et son père et ses deux voisines vont à la mer, et en fait, il y a une scène où je crois que Yotsuba s'est pris une grande vague, et elle est à l'envers dans sa bouée, genre les pieds dehors. Oui, et là, ça le fait rire à tous les coups, depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il a 2 ans, en fait. À chaque fois, ça le fait marrer. Plus récemment, il a découvert, je crois que c'est Le Renard et le Tanuki de chez Kiun. Et il y a un personnage dedans, Tachibana, le chien, qui est un peu foufou. C'est un chien, donc il se comporte de manière un peu fofolle comparé aux autres qui sont un peu plus fiers. Et ça le fait rire. Et dans le même genre, il y a pas longtemps là, il feuilletait je lui ai lu un Chi, et c'est un moment où Chi a des interactions avec un chat, je sais plus comment il s'appelle, un chat, un matou, quoi. Et en fait, les réactions et le visage que fait Chi à chaque fois, ça le fait rire. Et en fait, c'est vraiment ça peut être des visages, l'exagération des expressions faciales, les situations qui sont exagérées aussi. En fait, à chaque fois, c'est clownesque un peu, tu totalement, vois. C'est du... Et ça fonctionne, mais direct. Mais c'est pour ça que aussi Spy Family, j'allais dire une bêtise, Spy Family, je le répète, marche aussi, parce que l'exagération d'Anya
la petite fille, elle fait des gueules pas possibles et s'en est vraiment à mourir de rire. Ou juste les réactions de Lloyd par rapport aux circonstances. C'est vraiment du comique des situations, même si on est dans un truc d'espionnage et de feel good aussi. C'est très drôle parce que ça ramène à des trucs que nous, on peut imaginer dans notre tête. Et là, tu le vois physiquement, tu le vois vraiment littéralement. Et ça en devient drôle. Donc, c'est ça, c'est cette exagération plutôt, des sentiments qu'on a qui nous font rire et procurer du bonheur. Ouais. Et dans le même ordre d'idées, en fait, il y a tous les trucs, les SD. Oui. En fait, tout ce qui va exprimer à outrance des sentiments intérieurs, tout ce qui est SD, le corbeau qui passe. Moi, alors la goutte. Oui, la goutte. Moi, je me souviens aussi de quand j'étais gamine, il y avait des dessins animés où quand les gens, ils étaient alors, je sais même pas quel mot serait le plus approprié. C'est pas tout à fait choqué, mais genre, tu dis une grosse connerie et il tombe. Ouais. Et en fait, je sais pas si t'as un mot, toi, pour décrire non, mais c'est, pourquoi il tombe, tu vois, mais c'est. Dis. C'est tombé à la renverse par rapport à la situation. C'est ça. C'est tellement débile que j'en tombe. Voilà. Et en fait, avec ma meilleure amie, tu vois, quand on se retrouvait dans cette situation, notre réaction, c'était de faire. Et tu vois, on mimait qu'on tombait. Et quand on se parle, on le fait encore. Mais et c'est marrant, c'est pareil. Quand j'étais plus petit, je le faisais aussi où on tombait. On essayait de reprendre la même posture ou avec la jambe qui vrille au-dessus. Ouais, nous c'était plus genre les bras comme ça, tu sais, les bras perpendiculaires là, et tu te penches sur le côté. Et ou alors devant. Alors, Et il y a ça. Et puis alors moi je me souviens aussi des crayons de Shin-chan qui sont tellement débiles. Ah mais Shin-chan, je suis tombé plus tard étant plus vieux, mais je me suis dit pourquoi j'ai pas connu ça petit, parce que c'est vraiment du pipi caca. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Mais c'est pareil, c'est irrévérencieux. Complètement. C'est des trucs tu te dis mais c'est pas possible de faire ça, et vu que c'est de l'interdit et qu'il le fait, et c'est vraiment vraiment très drôle. Ouais, moi je me souviens d'un gag de Shin-chan où je me suis dit mais c'est tellement débile mais c'est tellement drôle, où t'as le gamin, il se met dans un sac de couchage et il est allongé dans la chambre, enfin dans le salon, et il y a sa mère qui fait Shin-chan, mais qu'est-ce que tu fais? Et il dit je joue à la crotte. Bon, c'est con quoi. C'est débile, mais moi ça me fait tellement rire. Et en fait c'est que des trucs, enfin il y a plein de trucs comme ça dans le manga qui sont où en fait c'est hyper simple, c'est hyper premier degré et du coup c'est efficace quoi. C'est vrai. C'est sur un autre manga sur Barakamon, j'en avais déjà parlé, c'est chez Kiyun. C'est pareil, c'est l'histoire d'un jeune calligraphe qui a pété un câble et qui est envoyé dans une île d'Okinawa, et il est avec des enfants. En fait, ses réactions sont très drôles parce qu'il est confronté un peu au côté rural et au côté aussi, ils sont très bruts et ils sont très nature. Et donc, toutes ces réactions et de voir comment toute la complexité, ça devient des vrais gags de bonheur parce que il sait pas trop où il met les pieds, il fait des bêtises, les enfants font des bêtises, et t'as un truc, à chaque fois que tu tournes une page, tu rigoles. C'est juste une bouffée d'air frais à chaque fois, comme quand on lit Yotsubae, t'as toujours le sourire aux lèvres. C'est un truc qui est assez fort. Ou après, c'est plus vieux, mais Yakitete Japan. Ouais. J'ai été fan, moi. Il est sur la bouffe et sur le pain, mais j'ai jamais. Parce qu'après, ça a été refait dans Food Wars, dans d'autres trucs avec des réactions disproportionnées. Mais un des premiers, c'est quand même Yakitete Japan, où t'as des réactions disproportionnées par rapport à une compétition disproportionnée. Et qu'est-ce que je riais. Mais là, je pouvais pas m'arrêter de rire parce que tout était débile du début à la fin. Ou encore School Rumble. Oui. School Rumble. J'adore. Qui n'a pas de fin. Ouais. Même en manga, il n'a pas de fin. Mais il faut lire les premiers tomes ou regarder les premiers animes.
Le côté un peu absurde. Le côté absurde de tout est absurde. Mais et oui, c'est jamais Chio, autant. avec ses couettes et ses couettes l'épisode où ses couettes elles s'envolent. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ou le gars qui il a un parapluie, ils font un jeu de mots avec le parapluie, mais en fait il part en kappa, c'est-à-dire qu'il met il met son truc de tortue avec son bec et il prend une feuille pour partir. Bah ça y est, je combats la pluie. C'est juste des trucs mais tellement débiles. Je pense que à chaque fois que je voyais le truc, je fais putain mais c'est trop bête. C'est trop bête, c'est trop drôle. Et moi ce que j'aime bien aussi c'est quand t'as une histoire hyper sérieuse, en fait t'as un personnage hyper sérieux et puis l'espace d'une case, il part en sucette, genre il devient un SD et il fait et puis il te partage un truc genre une pensée intérieure qui a rien à voir avec le sérieux de la situation ou alors et ça fonctionne bien dans le manga Origin par exemple, qui a un CNN hyper bien gratté avec de Boichi, avec un personnage principal hyper sérieux et puis en plus c'est un robot du coup assez enfin, pas très expressif au niveau de ses expressions faciales, mais des fois il y a des petits décalages comme ça de ton qui sont hyper efficaces quoi. Ouais. Et c'était aussi un truc qui était beaucoup repris par Ojo, Tsukasa Ojo sur City Hunter. City Hunter, ce personnage très classe et d'un coup. Oui, c'est vrai. Et d'un coup, tac, il pouvait se mettre dans un truc vraiment un peu pervers ou un peu avec ses expressions hyper fortes. Et t'avais la case d'après. Non mais je suis sérieux et je tire un coup de feu et c'est bon, je touche la cible. T'avais ce truc distanciation le décalage et classe et beau gosse en même temps quoi. Et j'avoue que ça fonctionnait vachement bien. Ouais, c'est un truc bien efficace et du coup l'humour donc c'est un truc qui fonctionne bien pour nous rendre heureux à la lecture des mangas. Après il y a les histoires en elles-mêmes qui peuvent être réconfortantes. Alors c'était quoi déjà le manga que toi t'aimes bien et qui est hyper peace, tu m'avais dit Barakamon? Non, t'en as pas parlé là. J'en ai pas parlé là. Spice Family. Non, c'est un autre. Un truc, tu me disais que c'était un rythme assez lent, un peu contemplatif, je crois, et que tu me disais que ça faisait c'était très développement personnel, mais je sais pas. Ah ouais. Écoute, je sais pas. Aria, non, c'est pas Aria, ouais, si Aria. En fait, c'est marrant parce que je pense à Aria, je me suis dit, est-ce que c'est ça que tu parles? Aria, c'est chez Kiun et ouais, c'est très contemplatif. Ça se passe sur sur la planète Mars et c'est avec Néo Venise plutôt, et sur la planète Mars. Et ouais, c'est hyper contemplatif et c'est juste du feel good. Tu suis juste la vie des filles qui veulent devenir comme à Venise, là, je sais plus comment ils s'appellent, les bateliers, mais pas bateliers. Les gondoliers. Les gondoliers, ouais. Donc tu suis la vie de gondolières qui vont passer leur permis de gondole. L'histoire est très simple, mais c'est juste que l'histoire est très c'est très beau et en même temps c'est très onirique parce que des fois, vu qu'on est sur un Mars, on est un peu en mode science-fiction. Et c'est Néo-Venise, donc c'est Venise, mais en mode un peu plus. Et il y a tout un truc entre rêve et réalité. Et donc, en fait, tu lis les pages. En plus, ils ont fait ça en grand format, Kiun. Donc, tu as vraiment l'impression de rentrer dans cet univers. Et quand tu rentres dans cet univers, en fait, tu te sens bien. Il y a beaucoup d'eau, c'est très calme. Et les faciès, il y a de la joie, il y a toujours des sourires, ou quand même, il y a de la déception. Ou des trucs, il y a ce truc un peu de mélancolie qui arrive. C'est un peu de la Madeleine de Proust. D'accord. Il y a de la mélancolie qui arrive, mais la mélancolie douce, qui te rappelle des choses que toi t'as vécues quand t'étais plus jeune. Et petit à petit, quand tu rentres dans cette lecture, t'as de la fantaisie qui arrive avec des trucs avec des chats, des trucs un peu cachés. Genre, t'ouvres une porte, t'es dans le royaume des chats, par exemple. Et c'est un truc que toi, quand t'es petit, c'est des trucs que t'as envie d'ouvrir. Quand tu ouvres une porte quelque part, peut-être que ça t'amène quelque part. Et dans Aria, t'as un peu tout ce mélange qui se fait là et leur rêve qui est en train de se réaliser, de devenir des gondolières, donc de passer aussi des examens.
Et tout est dans un feel good assez impressionnant. Et en même temps de se dire, c'est possible de faire les choses tout en vivant le moment présent et en étant dans le bonheur. Et c'est ce qu'elle a envie de vivre. On ne sait pas trop son passé, mais on comprend qu'elle a été un peu dure. Et que maintenant, elle a dit, je me donne une seconde chance et je vais vivre les choses le plus fort possible et en étant contente. Et c'est trop bien comme lecture. Tiens, d'ailleurs, tu utilises le mot contente. Se contenter, en fait, c'est pas mal. Ça rejoint pas mal le fait d'être bien dans le présent, je trouve. Parce que quand on dit je suis contente, à la fois la joie et la satisfaction, et pour moi, c'est dans le moment présent, tu vois. Et du coup, ça rejoint bien ce qu'on se disait, et ça me fait aussi penser à Yotsuba, forcément. Parce qu'on ne sait pas trop quel a été le passé de Yotsuba, on sait juste qu'elle est adoptée. Mais c'est des histoires de vie quotidienne, du coup, qui nous amènent dans le présent de cette gamine et qui nous fait voir la vie à travers sa perception à elle. Et du coup, mais pas que, parce que des fois... T'as les voisines, t'as le père. T'as les voisines, le père, et puis j'aime bien le côté... le père... que tu vois dans toute son humanité, avec ses imperfections, où des fois il lui apprend que c'est pas bien de mentir, mais en fait il est en train de lui mentir en même temps. Donc c'est toute la réalité en fait de la du rapport parent-enfant avec comment ça, toute sa bienveillance, mais en même temps complexité. voilà. Et c'est hyper frais en fait, et ça nous emmène dans une ambiance douce aussi, et je pense qu'au final le bonheur à travers la lecture, pas que de manga mais de manga aussi, passe aussi par les univers dans lesquels il nous transporte. Et dans ce cadre-là, moi je pense à l'Atelier des sorciers, qui est magnifique. Enfin moi j'adore au niveau graphique. Et même s'il y a des moments où l'héroïne vit des choses assez difficiles, en fait, l'univers te porte tellement que t'es un peu comme, pas hypnotisé, mais un peu enchanté, tu vois. Je comprends. T'es un peu sous le charme de l'univers, et tu te laisses emporter par l'histoire, quoi. Ouais, je comprends. Il y a un truc qui est assez... envoûtant. Mais c'est pareil, sur Hunter... il y a les derniers chapitres qui sont sur Manga Plus en gratuit, parce que l'auteur a continué l'histoire et qu'il a refait des chapitres, ce que j'avais lu avant au hiatus, donc il y a 3-4 ans peut-être. Et donc, en relisant les trucs sur Manga Plus, il a refait des planches. Et j'étais trop content de lire l'histoire. Parce qu'en plus, là, on est sur une sorte de huis clos thriller qui n'a rien à voir avec tout ce qu'il a écrit auparavant. Ok. J'ai pas encore lu, moi. On voit même pas Gon, il n'y a pas Killua. On est vraiment sur une quête de succession, en mode un peu thriller, battle royale, mais thriller. C'est pas, c'est que des complots et trucs comme ça. C'est très politique aussi. Et j'étais heureux, vraiment, de relire ce truc-là et de me dire, c'est totalement différent de tout ce que j'ai lu sur Hunter. C'est psychologique, c'est même parfois philosophique. Il y a beaucoup de lectures. C'est que des cases d'écriture. Et à la fin même si c'est dur, certains chapitres, il y a un chapitre, j'ai fait, c'est violent psychologiquement, parce que c'est en même temps beau et triste. Ce chapitre, c'est dur, c'est vraiment dur. Mais j'étais content d'éprouver ça. D'accord. Il y avait ce truc de merci Togashi de me faire vivre ça, parce que c'est un truc que j'ai rarement lu dans un manga. C'est vraiment un thriller, on y croit et tu vois la finalité de l'action, tu fais horrible, et en même temps merci, parce que c'est une vraie richesse d'écriture et c'est quelque chose que j'ai pas forcément vécu. Je l'ai vécu un petit peu sur Mayomiro chez Kurokawa, parce que c'est un thriller aussi,
ou sur Tokyo Revenger, mais là, la claque émotionnelle, ça fait longtemps que j'en avais pas eu une comme ça. Et c'est vraiment, là, c'est de la gratitude. Et donc, j'ai eu mon petit moment de bonheur de ce moment de dire, c'est ouf, parce que je suis triste, déçu, mais en même temps, l'écriture est tellement incroyable que je ne peux que gratifier ce moment. Ouais, c'est comme quand tu lis ou que tu regardes l'Attaque des Titans. Oui. En fait, à la fois, l'histoire est hyper dure, le contexte dans lequel évoluent les personnages est hyper dur, mais en même temps, t'es tellement émerveillé par l'imaginaire de l'auteur et ce chef-d'œuvre en fait de scénarisation et de surprise. Détails et les effets de surprise où tu t'attends tellement pas à ce qui se produit et en même temps une telle cohérence par rapport à tout ce que tu as pu voir et du coup autant si c'est mal, si dans des histoires où c'est mal fait tu me dis arrête abuser et du coup t'y crois pas, autant là t'es tellement embarqué dans le truc quand tu découvres une info et tu te dis non et après ton cerveau il fait et tu trouves toute la logique. Et là, en fait... La petite information qu'il y avait au tome 5, en fait, elle revient au tome 25, tu fais non. C'est ouf. Et en fait, à ce moment-là, c'est une forme de bonheur, mais c'est un peu particulier. C'est comment? Une forme d'émerveillement aussi, de respect, t'es bluffé en même temps. Et c'est assez particulier en fait comme émotion d'être confronté à un scénario qui te bluffe. Ouais, parce que c'est un truc où tu n'as pas forcément accès, tu n'as pas toutes les clés. Et la seule personne qui a les clés, c'est l'auteur. Et donc toi, tu les découvres au fur et à mesure. Et il y a ce truc de, je vais découvrir au fur et à mesure, comme dans un jeu vidéo ou autre, ou dans un truc d'énigme, tu découvres au fur et à mesure les choses et ton esprit n'est pas préparé à ça. Parce que justement, on dit de vivre dans le moment présent, mais là, tu es en attente de quelque chose. Tu peux pas être sur le moment, mais il faut en même temps dire, quand ça arrive, merci. Il y a juste ça à dire. Et par rapport à comment le manga... Alors oui, le manga peut nous procurer du bonheur à travers purement la lecture, mais je me dis aussi que le manga peut nous aider à accéder à plus, on va dire, de sérénité ou de un état plus proche du bonheur en nous aidant à traverser, à exprimer, par exemple, de la tristesse. Alors, j'explique un peu, parce que c'est une prise de conscience que j'ai eue assez récemment, on va dire. C'était quand? C'était peut-être il y a 3 ans. En fait, j'avais accompagné la gagnante du concours Magic 2019 au Japon. Puis à un moment, elle me racontait que, alors c'est pas dans le cadre d'un manga, mais elle me racontait qu'un jour, elle se sentait un peu triste et du coup, elle avait envie de regarder un drama qui la fasse pleurer. Et en fait, j'avais jamais réfléchi de cette manière, en fait. Je m'étais jamais dit, comme je me sens triste, comme je me sens mélancolique, je vais regarder quelque chose qui va dans le sens de cette émotion, tu vois. Et mais en même temps, je me suis dit, mais si, ça fait sens, en fait. Parce que des fois, t'as envie, t'es triste, tu sais pas trop pourquoi, des fois tu sais pourquoi, mais bon, mais tu t'autorises pas à vivre cette émotion. Et du coup, dans ta vie, tu vas t'attirer des choses qui vont continuer à faire et t'es triste, vas-y, pleure. Et la plupart du temps, c'est inconscient. Mais du coup, s'autoriser à dire, ok, vas-y, je prends une œuvre et je rentre dedans et elle va me faire pleurer, mais c'est ok. Et voilà, et d'accepter que cette œuvre t'emmène dans cet état émotionnel et du coup te fasse sortir, par exemple, cette tristesse. Après, en fait, ça te console aussi, parce que les larmes aussi ont une valeur consolatrice, enfin pas une valeur, une
je trouve pas mon mot. Une portée, non, réellement, en fait, quand on pleure, les larmes ont une fonction. Une fonction, ont des propriétés qui font que ça nous console. C'est des propriétés chimiques qui font que ça nous auto-console, quoi. Et du coup, peut-être que quand on lit une œuvre, et moi, en l'occurrence un manga, ou quand on regarde un dessin animé et que ça nous fait pleurer, ça participe à ouvrir les vannes qu'on s'autorisait pas à ouvrir. Et du coup, une fois que tu as ouvert les vannes, voilà, c'est fait, tu peux passer à autre chose et tu peux vaquer à d'autres types d'occupations, et émotionnellement, ça circule, quoi. Tu peux passer à quelque chose de plus, revenir à des activités plus joyeuses, sereines, et te reconnecter comme ça à des trucs qui vont t'amener au bonheur, parce que le bonheur, c'est ce derrière quoi on court tous. C'est ce qui nous... Encore une fois, le bonheur, c'est des moments. Ça peut pas être, exactement. Tu peux pas être en état de bonheur constant. Oui, parce qu'en même temps, si c'était possible d'être en état de bonheur constant, en fait... tu vis rien. Non. Et puis, en fait, du coup, au bout d'un moment, t'es pas dans le bonheur, en fait. Ouais. Et comme il n'y a pas de contraste, tu peux plus faire de comparaison. Et en fait, le bonheur, c'est l'absence de malheur. Mais du coup, s'il n'y a pas de malheur, tu peux pas non plus te dire que tu es heureux. À un moment où tu es heureux. Voilà, il n'y a pas de quête, il n'y a pas de comparatif. Du coup, tu peux pas non plus te dire j'ai connu une situation où c'était difficile. Du coup, là, je suis content ou contente d'être dans une situation confortable ou dans laquelle je me sens bien, sécurisée et tout. Et du coup, tu peux pas non plus te dire merci, tu vois, tu peux pas être dans la gratitude parce que t'as pas connu non plus le fait de pas avoir. Et du coup, c'est comme si t'avais tout le temps quelque chose, et si on te l'enlève pas, en fait, ou si tu le perds pas ou quoi, c'est là, et en fait, t'oublies à un moment d'être content, de te réjouir d'avoir ça dans ta vie, quoi. Et justement, c'est un truc qui est dans Blue Period, qui est assez bien mené. Ouais. Parce que dans Blue Period, en gros, c'est l'histoire j'en parle souvent de ce manga, mais c'est un des mangas qui m'a le plus touché ces temps-ci. Mm-hmm. Parce que par rapport à ce que je vis ces temps-ci, c'est celui qui est le plus proche. Et comme je disais tout à l'heure, sur le drama, c'est quoi tes lectures que tu fais? Souvent, moi, mes lectures, c'est par rapport à mon état. Je cherchais un manga, même si je dois lire beaucoup de mangas, de par mes activités, je vais quand même prendre les premiers trucs qui sont le plus proches de mon état actuel. Mm-hmm. Parce que j'ai envie, c'est une envie. Donc là, Blue Period, j'ai quand même lu pas mal. Et en fait, dans Blue Period, c'est l'histoire d'un gamin, d'un ado qui tombe en amour par rapport à l'art et au dessin, et qui veut aller à Gedai. Il obtient, je spoil, mais il obtient le diplôme de Gedai et il est confronté à la vraie vie de la fac. Et il y a toute la remise en question justement de ça. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi, comment, parce qu'en fait, je me sens comme une merde maintenant par rapport aux autres. Alors, moi, j'aime le dessin, mais là, j'ai plus d'amour pour les dessins. Je ne ressens plus ce truc-là. Et il y a il y a presque un tome de mélancolie et même de déception. En fait, non, j'aime pas le dessin. Qu'est-ce que je fous là? Je sais pas, je suis peut-être pas fait pour ça. Et petit à petit, il va reconnecter avec ses premiers sentiments je veux revenir, je vais juste crayonner. Mm-hmm. On m'a dit de faire ça, de la pâte à modeler, des trucs et tout. En fait, ça me fait chier. Et je vais juste recrayonner, de ressentir le premier toucher, dire c'est cool. Et qu'est-ce qui m'a fait plaisir dedans? Ah ouais, c'était le bleu. Ah tiens, je vais refaire ça. Et petit à petit, en fait, il revient dans son mode de pensée premier. Mm-hmm. Et il y a une phrase qui est hyper forte, d'ailleurs en double planche. Il fait: je vais arrêter de me morfondre et avancer.
Et il y a ce truc-là où, justement, dans ce malheur, entre guillemets, qui s'est lui-même procuré, parce la quête de sens n'était plus là, il se morfondait dedans et il restait dedans, donc il n'arrivait plus à avoir ses idées précises. Et en retrouvant ses premières qualités, mais c'est quoi ? Pourquoi j'aime le dessin ? Pourquoi j'aime ça ? De se remémorer, de dire vas-y, je refais. Et même au début, même toucher un crayon, il pouvait pas. Donc il se remet dessus et il fait ah ouais, mais c'est ça que j'aime faire. Et là, il est dans un nouvel état de bonheur qui retrouve et qui dit ah ouais, en fait c'est ça. Je kiffe faire ça et je vais arrêter de me morfondre et je vais avancer. Et c'est dans cette quête perpétuelle de sens, il y a des hauts et des bas et qui est assez bien symbolisé dans ce manga que j'aime, qui est très proche des gens. Mais c'est vrai que dans plusieurs mangas aussi, on peut se reconnaître dans la situation des personnages. Et en fait, le fait aussi de se reconnaître et qui est quelque chose qui résonne, en fait, quelque part, on se sent moins seul, même si c'est des personnages de fiction. Et du coup, c'est comme s'il y avait une sorte de reconnaissance de ce qu'on traverse, de ce qu'on vit. Et du coup, c'est consolateur aussi. Je trouve, mine de rien, le manga peut avoir cette valeur de soutien moral. En fait, tu te dis, je suis pas seule. Et parce que ça a été dessiné dans un manga, tu te dis, il y a d'autres personnes chez qui ça doit résonner aussi. Et du coup, je sais pas, il y a cette proximité qui se crée et je pense que c'est une des forces du manga aussi. Ça. Ouais, d'être très proche des gens, même si sur la littérature, tu peux l'avoir aussi. On voit tout ce qui est sur les romans ados ou même adultes, c'est très vite pris et ça marche très vite. Parce que, en fait, c'est très, très proche. Et même là, dernièrement, sur les webtoons, on est vraiment sur cette quintessence-là où on est très proche de ce que vivent les lecteurs et les lectrices. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Parce que là, par exemple, en lisant Let's Play ou à d'autres webtoons, j'avais jamais vu... le manga a cette proximité-là, mais le webtoon... Et c'est encore plus. D'accord. Il y a une proximité qui est limite physique. Du fait de passer par le téléphone. Du fait de passer par le téléphone et de fait d'avoir cette lecture linéaire et que le principe du webtoon, c'est d'écrire des histoires qui te font envie sur le moment. Et il y a un truc d'immédiateté du contenu et qui te chope direct. Et c'est pour ça que ça fonctionne, le webtoon. Il y a cette immédiateté, même si le dessin est pas fou. Honnêtement, sur des webtoons, il y a à part 2-3 webtoons que je lis, je trouve pas ça dingue au niveau du dessin, mais par contre, émotionnellement, c'est fort. Mais je pense que c'est vachement lié à la lecture sur téléphone portable, parce que c'est comme si quelqu'un t'écrivait, tu vois, et du coup, il y a la manière dont tu reçois le message, entre guillemets, l'œuvre, la manière dont j'allais dire la consomme, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais, c'est pas le bon mot. C'est vraiment ça, la manière dont elle vient à toi et dont toi tu la reçois et la perçois. C'est comme si c'était un truc très personnel parce que c'est sur ton téléphone, c'est un outil de communication. C'est comme si tu recevais un message. Du coup, tu peux plus facilement t'identifier à un des protagonistes. Après, moi, j'avoue, je ne lis pas de webtoon, donc c'est vraiment une construction mentale de ce que je suis en train de dire. Mais ouais, ça fait sens, je trouve. C'est ça. De toute façon, toutes les œuvres sont très proches. De fait aussi de la lecture verticale, parce qu'il y a plus de blanc. Par exemple, il peut y avoir 2 cases et après une vide avec juste une bulle. Et qui représente la respiration du moment. Que tu peux avoir entre les cases dans un manga, mais là, tu peux avoir une fenêtre blanche sur ton portable avec juste une bulle qui représente la pensée ou juste le bruit d'un son. Et des fois, en plus, dans certains webtoons, ils rajoutent aussi du son. Donc, tu as vraiment les deux qui peuvent se faire. Donc, tu es immergé en total dans l'œuvre. Donc, tu as une émotion réelle et palpable qui se fait
assez rapidement. C'est pas sur le manga, il y en a certains qui l'ont fait avec Beck, par exemple, qui est un manga sur la musique. Au Japon, tu avais les CD qui étaient vendus avec, ce qui n'a pas été fait en France, et ça, c'est dommage. Mais bon, franchement, ça n'aurait pas marché. Mais quand je lisais Beck et en mettant le CD, j'avais une lecture transcendée. Ouais. Parce que j'avais les musiques des concerts que je lisais et j'étais dans l'immersion de l'œuvre. Est-ce que tu retrouves maintenant sur certains webtoons? D'accord. Ouais, c'est encore une autre. Donc c'est un moment approche. C'est une autre approche et c'est un moment de bonheur juste contemplatif là. Il y a un truc par exemple, il y a un boys band qui sort sur Picoma. Et en fait, sur tous leurs trucs, il y a de la musique. Donc en fait, tu lis un truc, mais t'as la musique en même temps. Ouais, mais c'est super intéressant. C'est un nouveau média, en fait. C'est un nouveau média. Et t'es sur un état de bonheur instantané. Ouais, et du coup, on parlait de... C'était quel média qui avait fait... Ah oui, il y avait un débat. Le webtoon est-il le nouveau manga, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était super thématique. Ouais. Non, en fait, notre réponse à cette question, sans rentrer dans un grand débat, c'est que c'est un nouveau mode de narration, c'est un nouveau média, en fait, tout simplement, avec ses codes propres et une narration différente, quoi. Mais qui procure également beaucoup de plaisir et de bonheur, hein, du coup. Et pour revenir à notre thématique de bonheur et pour revenir à la bouffe, donc il y a plein de mangas qui parlent de bouffe parce que le fait de manger, de partager un repas, ou de se poser pour manger quelque chose, c'est un truc qui est important dans la culture japonaise. Et en fait, quand j'étais chez Casterman, j'avais sélectionné un manga pour publication qu'on a intitulé Mangeons, et qui en japonais s'appelle Tabel Dake, c'est seulement manger en fait. Et du coup, je m'étais dit mangeons, c'est très bien. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une nana. On sait pas trop d'où elle sort, et elle parle pas beaucoup, mais en fait, elle apparaît dans la vie. Dans chaque personnage, elle apparaît dans la vie de quelqu'un qui est en plein questionnement, de remise en cause, qui est un peu dans une sorte de chaos au niveau émotionnel. Et donc, elle apparaît dans sa vie et elle va partager un repas avec cette personne. Juste parce que au Japon, tu as les restos où tu as des comptoirs, donc tu peux te retrouver assis à côté de quelqu'un, tu partages un repas avec cette personne sans forcément te dire je m'attable avec quelqu'un que je connais pas, quoi. De fait, il y a quelqu'un qui mange à côté de toi. Ou alors il y a une autre histoire où genre ils mangent des dingos, c'est des comme des mochis, on va dire. Des boulettes de riz. Voilà, des boulettes de riz chauffées. Voilà, des brochettes de dingo avec quelqu'un dans un parc. Et en fait, chaque histoire, c'est un mélange entre réflexion d'ordre réflexion sur sa vie, quoi, enfin sur la vie du personnage du moment, qui est accompagné par la présence de cette fille qui te ramène, qui vient bouffer en fait avec toi, et en fait qui ramène dans le présent, dans le moment présent et dans le plaisir de partager ce repas. Et des fois c'est un bento, des fois c'est il y a une fois c'était un plat hyper épicé. Et du coup, il y a une espèce d'alchimie qui se crée entre ce personnage qui est dans un chaos émotionnel, cette fille qui, elle, est dans un calme, parce qu'en fait, tu sais rien d'elle, mais juste elle est là, elle a le smile, et puis elle a une présence bienveillante. Et le tout catalysé par le plat et le lieu où ils partagent ce plat. Et moi, j'avais adoré cette histoire en 4 tomes. Enfin, c'est même pas une histoire longue. Non, en fait, c'est plein de petites scénettes. C'est une question de chapitres de. Et j'avais adoré ce concept. Et du coup, j'étais même allée rencontrer la dessinatrice. Ah ouais, trop bien. Ouais. J'avoue, quand j'avais lu cette histoire, je fais. C'est très japonais. Ouais, tu sais, c'est un truc. C'est inopiné. Et ils sont tous dans un truc, ils la remercient tous à la fin. Mais parce oui, ils sont contents d'avoir partagé ce moment. Et c'est très Jap, c'est what the fuck. Ouais. C'est vraiment ça.
Ouais, c'est ça. Et en même temps... Et à toi, t'es content. Ouais, puis c'est super humain. Et il n'y a pas de quête de perfection ou d'objectif et tout. C'est une sorte d'instantané. Et genre, en fait, c'est un moment de traversée d'une période de chaos, mais courte. Et ouais, et je sais pas, moi j'ai kiffé cette lecture. Et je sais plus ce que je voulais dire. Il y avait aussi il y avait aussi le Gourmet solitaire oui, de Taniguchi. Dans le même genre, mais qui est beaucoup plus intérieur et tout. Et le mec est seul. Et du coup, il n'y a pas le côté un peu strange. Dans Mon jour, t'as vraiment ce truc. Je me rappelle encore des cases. Elles sont drôles. En plus, la bonhomie de la fille qui bouffe. Parce qu'elle kiffe bouffer. Elle kiffe bouffer. En fait, rien que le fait qu'elle soit là, en fait, je trouve que c'est vraiment l'archétype de genre l'épicurien, l'épicurienne. La personne, par sa présence et par qui elle incarne, en fait, elle fait te sentir bien, quoi. Ouais. Et voilà, et moi, j'ai kiffé ce personnage. Et puis, ouais, je trouvais aussi la manière dont la bouffe était dessinée était vachement appétissante. Bah, tu m'étonnes. Et puis, il y avait aussi énormément de sensualité dans certaines scènes, quoi. Des fois un peu borderline, mais voilà. Les plans sur la bouche et tout, il y avait des trucs qui font ouais, je suis pas trop sûr, mais c'est drôle. En même temps, tu te dis bon, c'est drôle. Ouais. Il y avait un autre aussi, je crois que c'est aussi chez Casterman, c'est Donjon et ah oui, Glouton. Donjon et Glouton. Ouais. Donjon et Glouton où c'est pareil, c'est en mode fantasy, ils font des donjons pour aller juste chasser un truc et le bouffer et faire de la bouffe. Et c'est drôle. Et enfin, c'est pareil, c'est du partage. Qu'est-ce que vous faites? On va chasser de la bouffe, quoi. Ah, d'accord. On va partager la bouffe. Ok. Qu'est-ce que vous voulez faire? Manger. Et il y a ce truc-là, effectivement, autour de la bouffe, qui est appétissant. Là, il y avait un autre truc, c'est en anime. Je pense qu'il y a un manga, mais, qu'au Japon, qui s'appelle Isekai Restaurant. Ouais. Et, restaurant de l'autre côté de la porte, en français. Et en gros, on est dans un univers de fantasy et il se passe toujours un truc. Ils sont pareils en réflexion. Dans ma quête, est-ce que je fais des trucs bien? Est-ce que en tant que elfe, je me sens bien? Est-ce qu'en tant que sorcière, je me sens bien et tout? Et à un moment, quand ils se posent la question, ils atterrissent, ils voient une porte. Ils arrivent quelque part et ils voient une porte. Et ils ouvrent la porte et ils se trouvent dans un restaurant. Un restaurant japonais, mais en mode un peu européen. Et t'as le cuisinier qui est là et et à chaque fois il se pose des questions, mais qu'est-ce que je vais faire et tout. Et puis ils tombent sur les plats et ils font tiens, c'est appétissant ce truc-là. Et ils prennent le plat et le cuisinier il arrive. Et il y a les serveuses qui sont aussi qui viennent de ce monde-là de fantasy et qui sont là et qui expliquent. Et commencent à bouffer. La bouffe elle a l'air hyper appétissante et ils mangent la bouffe. Et là, c'est la joie, c'est le bonheur intense, tous leurs problèmes s'en vont. Et là, c'est vraiment la définition du bonheur à l'état pur. C'est que tous mes soucis s'envolent et que c'est bon, la bouffe m'a rassasié. Et vu qu'on est dans un univers de fantasy, c'est aussi un bon mix sur la mixité. Ouais. C'est que dans le restaurant, il y a plus de guerre. C'est-à-dire que même s'il y avait des pays en guerre avec ça, ils viennent tous bouffer dans le même restaurant. Ils sont tous d'origines différentes. Et ils viennent manger un plat qu'ils kiffent tous. D'ailleurs, la scène de fin, c'est un énorme banquet parce qu'il y a un mariage. Comme dans Astérix et Obélix. Comme Astérix et Obélix. Il y a un énorme banquet à la fin où ils se mélangent tous parce qu'il y a un mariage justement entre un prince et une princesse, mais de trucs de mondes différents. De mondes différents, pas de mondes différents, mais de deux pays qui se faisaient la guerre. Et donc il y a un rapprochement et qu'ils ont choisi. Et il y a un grand banquet avec toute la bouffe et tout. Et c'est cool, ça représente vraiment quand tu regardes, tu es obligé d'être en feel good et tu te dis qu'est-ce qui rapproche les gens pour qu'ils soient en bonheur perpétuel ou actuel? C'est la bouffe. Et là on est manga et bouffe. Donc pour moi c'était vraiment un truc qui rassemble les deux. T'es obligé d'être content, t'es obligé d'être heureux à ce moment-là. Mais du coup j'ai retrouvé ce que je voulais dire par rapport à tout à l'heure là, par rapport à Mangeons.
En fait, ça me faisait penser à un livre de développement personnel qui s'appelle « Fais de chaque instant le meilleur de ta vie ». Bon, soit, c'est une injonction à laquelle on peut adhérer ou pas, mais en fait, au-delà de ce titre, en fait, c'est un livre qui parle justement de la philosophie de tout ce qui va être carpe diem un peu à la japonaise, quoi. Et dedans, il parle du concept de Ichigo Ichie, qui en fait veut dire que chaque moment est unique. Et du coup, tu te mets dans un état d'esprit de profiter de ce moment et de kiffer kiffer le moment, quoi. Ça veut pas dire danser sur les tables forcément, c'est parce que tu peux apprécier un moment de plein de manières différentes. Et du coup, Mangeons, c'est ça en fait, c'est vraiment l'expression de Ichigo Ichie, une rencontre, un moment unique et ouais, une sorte d'alchimie qui fait que à la fin tout le monde est bien et c'est cool et tout le monde passe à autre chose. Il y a pas de but, il y a pas de finalité, il y a pas de conséquences complexes. Il y a juste un moment cool et voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est encore chez Caster. Peut-être que tu y es aussi pour quelque chose sur tout ça. Mais sur Thermae Romae, c'est aussi ce même truc où Lucius, quand il arrive dans les termes, parce qu'on est quand même sur le bien-être aussi, avec les termes, se sentir apaisé et d'être à la quête de sortir, de chercher le meilleur bain possible. Et le parallèle qui est génial entre les bains japonais et les bains romains de l'époque. Mais oui, complètement. C'était c'est trop bien. Ouais, hyper inspiré. Hyper inspiré. Et pareil, dans ces moments de doute, pouf, il arrive et tac, il arrive au Japon. Et il trouve les bains, il trouve comment les gens se sentent bien dans cela, dans ces trucs-là. Et hop, il revient, il refait la même chose et tout le monde se sent bien. Et je trouvais ça cool, ce parallèle. Effectivement, je me pose des questions. J'ai besoin de prendre de la distance en allant autre part. Je vois qu'autre part, il y a quelque chose qui est bien mieux que ce que je connais. Et en fait, je vais en tirer toutes les leçons d'eux. Et je vais le ramener, mais pas en disant je connais tout, mais en fait, l'adapter, je l'adapte. Et le partager, et le partager. Et c'est en le partageant que là, à ce moment-là, mon sentiment de bonheur se fait et que je partage le bonheur aux autres. Mais ouais, j'aime bien l'idée j'aime bien le fait que tu parles de Thermae Romae parce que finalement, le point commun avec les mangas de bouffe, par exemple, dont on parlait, c'est que le bain, c'est aussi un moment de détente au Japon. Et finalement, c'est des moments où tu es un peu méditatif, tu vois, où tu poses plus trop de questions, tu kiffes ce moment de détente dans le bain, dans le onsen ou dans un bain et tu t'autorises à laisser de côté les prises de tête, tout ça. Et c'est aussi un moment où tu t'apprécies le moment présent, quoi. Et voilà, ça rejoint un moment de repas. Ça peut aussi être c'est convivial aussi. Pardon ? Ça peut être convivial aussi. Oui, ça peut être convivial aussi. Et du coup, ouais, je me dis, il doit y avoir d'autres trucs, d'autres mangas ou œuvres un peu méditatives et contemplatives par rapport à la nature, tu vois. Il y a, c'est chez Doki Doki et c'est Camping, je sais plus quoi. En gros, c'est l'histoire de 4 jeunes filles qui aiment le camping et qui veulent faire découvrir l'art du camping à leurs amis. Et c'est juste du camping. Vraiment, t'as 4 tomes où ils t'expliquent comment pêcher, faire du camping et juste être en communion avec la nature. Et c'est tout. Et c'est hyper cool et c'est hyper chill et c'est trop bien. Et c'est vraiment sur l'art du camping. Et dernièrement, ils ont sorti un truc qui est un peu post-apo. C'est les promenades de l'apocalypse. D'accord.
Et ces deux nanas, c'est pareil, qui se promènent il y a eu l'apocalypse, le Japon s'est effondré et tout. Et en fait, ils se baladent en moto. D'accord. Et sur un Japon effondré, et c'est pareil, communion avec la nature, ils prennent des photos, des trucs, même si tout est dégradé et tout, mais il y a de la beauté derrière le crash. C'est-à-dire que c'est pas grave, le monde est fini, mais en fait, on va essayer de retrouver des moments de, justement, vu qu'il y a plus rien qui existe, il y a des gens, il y a encore des personnes où il peut y avoir des trucs un peu glauques, mais dans ces moments-là, on va quand même trouver des bulles de respiration et des bulles d'air. Et ce manga, il est vraiment bien sur les promenades de l'apocalypse. Ouais, c'est super intéressant parce que si on connecte avec notre réflexion sur le bonheur, c'est aussi ça, c'est dans n'importe quelle circonstance, réussir à percevoir la beauté des choses, parce que tout n'est pas tout le temps à 100% comme déprimant, quoi. Il y aura toujours un truc pour nous émerveiller. Et en fait, c'est là-dedans aussi, dans des moments, même si on peut être hyper déprimé et tout, si on s'exerce à toujours voir un truc qui nous émerveille, parce qu'il y aura toujours dans la nature quelque chose pour nous émerveiller. Si on est entraîné à ça, si on a l'œil, si on a nos antennes qui nous permettent de capter ça, en fait, ça nous permet aussi de d'auto-entretenir notre capacité d'émerveillement et de bonheur. Et je trouve que c'est hyper important, en fait, de le faire. Et plus on le fait, plus on a de capacité à les trouver, ces petits trucs-là. Moi, je pense, il y a pas longtemps, là, je sais plus, j'allais faire des courses avant d'aller chercher mon fils. Et sur un grand pan de béton, où habituellement il y a genre du lierre, tu sais, des trucs assez bateaux, quoi. Je vois une fissure et puis il y avait des fleurs qui avaient poussé et c'était super joli parce qu'il y avait des fleurs roses et il y en avait une qui était, c'était une sorte de grappe de fleurs roses et une autre grappe de fleurs jaunes et orangées. Et en fait, tu vois, t'avais cette espèce d'immense plaque de béton avec du lierre un petit peu par-ci par-là, des plantes sauvages un peu par-ci par-là, mais que du vert. Et puis pof, deux petites fleurs qui sortent, enfin deux petites grappes de fleurs comme ça qui sortent, pleines de couleurs, hyper mignonnes, quoi. Et en fait, j'ai vu ça, ça m'a fait ma journée, quoi. J'étais là, oh trop mignon, trop beau et tout. Après, j'ai pris une photo, tout ça. Mais en fait, j'adore être comme ça. Tu vois, j'adore avoir cette capacité de voir ces petits trucs là. Et en fait, c'est un peu aussi comment entretenir son âme d'enfant, hein. Tu vois une feuille et tu te dis ça a la forme d'un animal et tout. En fait, le reste du monde n'en a rien à battre que tu vois une feuille et que ça ressemble à un animal, ou que tu vois un nuage et que ça ressemble à un donut, et toi t'es en kiff. Et enfin voilà, tout le reste du monde s'en fout, mais toi t'arrives à faire ton propre bonheur grâce à ton imagination. Et je trouve que le manga, ça t'aide ça te donne des pistes et ça t'aide à entretenir ce truc-là, quoi, cette capacité ou cette capacité d'être émerveillé partout et à tout instant. Voilà. De réussir à capter les trucs qui vont t'émerveiller. Parce que je pense aussi que, tu vois, on est tout le temps entouré par plein de choses, plein d'informations, plein d'objets et tout. Après, on peut ne pas voir les choses. Il y a forcément des choses qu'on voit pas. Et du coup, en fait, la question, c'est sur quoi on va mettre notre attention, sur quoi on va mettre de la conscience. Et je pense que si on se dit, moi, je kiffe mettre de la conscience ou voir les trucs qui me font marrer intérieurement, ou tu vois, qui m'émerveillent, eh ben ton cerveau, il va se dire, d'accord, je vais aller chercher les trucs qui vont t'émerveiller. Et de manière inconsciente, tu vois. Et du coup, plus tu le fais, après, plus ton cerveau, il va capter des trucs. Et ça, c'est trop bien, c'est trop un kiff. Et ça, moi, ça me relie au bonheur, à ma capacité de trouver du bonheur dans des petites choses. Et je trouve que vraiment, le manga, c'est ça aussi. Ça t'apprend ça. Et ce que je trouve fou, c'est que c'est du noir et blanc. Et en même temps,
la manière dont il y a des petites choses qui sont décrites, genre la lumière, genre la bouffe. Tu vois un plat, c'est du noir et blanc, et t'arrives à saliver devant un plat, t'arrives à imaginer la couleur, la texture, le parfum, t'arrives à imaginer si c'est chaud ou froid, alors que c'est sur une feuille et c'est en noir et blanc. Tu vois, même en parlant, genre, je salive. Genre, la meuf, elle s'imagine des yakisoba, et ça y est, la fin. Voilà. Et c'est pour ça que Food Wars fonctionne, et Kitete Japan aussi fonctionnait. Même dans Mangeons, il y avait un truc, à chaque fois tu salivais, alors que c'était c'est fou, quoi. En fait, c'est c'est vrai que le manga, on va le mettre sur la littérature, où le manga stimule notre imaginaire. Sur la littérature, t'as pas d'image, mais du coup tu vas conscientiser des images pour les mettre sur des mots. Et sur le manga, tu vas mettre tes sensations sur le dessin. Et donc, ça va faire un effet assez incroyable et décuplé, parce que c'est quand même ton imaginaire qui va décupler l'intention de l'auteur. Oui, complètement. Parce que en vrai, on te présente un plat de je reprends mes yakisoba parce que c'est le premier truc qui m'est venu. On te présente un vrai plat de yakisoba. En fait, tu sais pas si c'est vraiment bon. Ça peut être bon, comme ça peut être pas bon. Sauf que comme c'est ton imaginaire qui travaille, forcément c'est bon, en fait. Forcément, c'est le meilleur parfum. Forcément, c'est les meilleures couleurs. Sauf si le manga te dit que c'est pas ça. C'est pas ça. Mais ouais, dans le contexte dans lequel on parlait, oui, forcément, ton imaginaire travaille dans un sens un peu fantasmé, quoi, de te faire fantasmer sur la situation, quoi. Et c'est ça qui est cool. Et je pense que c'est sur ces mots qu'on va terminer l'émotion. Ouais. L'émission. Ça fait 1h30 qu'on parle, non? Ça fait 1 heure aussi, ça va. On est porté aussi. Et oui, parce que c'est trop cool. C'est trop cool. Lisez des mangas, soyez heureux avec les mangas. Ouais, lisez des mangas qui vous nourrissent, qui vous nourrissent. Bien sûr, ne mangez pas les livres, hein, mais non, qui vous nourrissent émotionnellement et qui vous font du bien. Ouais. Mais c'est tout type de lecture, hein, même si c'est un truc vraiment un peu glauque, etc. Peut-être que c'est ce manga qui vous permettra de sortir des choses aussi. Voilà, tout type de manga qui vous permettent de pouvoir exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Voilà. Merci. Bon, sur ce, merci Flavien, merci à tous ceux qui nous écoutent.